Donc, on m'a demandé de parler des avancées en cardiologie pédiatrique et congénitale et je vais concentrer mon topo sur la cardiologie interventionnelle, le cathétérisme, pour vous montrer un petit peu le chemin qu'on a fait depuis quelques années et surtout le moment charnière dans lequel on est aujourd'hui, où finalement il y a des choses qui vont extrêmement vite. Et je pense que c'est important de vous donner aussi ces éléments-là et peut-être de s'interroger de la place des associations de patients aussi dans les moments importants dans lesquels on est, que ce soit pour l'innovation et le développement, mais aussi sur des problèmes légaux, et on va en parler un tout petit peu. Alors, quand on parle de cathétérisme cardiaque pédiatrique, ben, tout commence ici en 1929 par Werner Frossmann. Ah, excusez-moi, je me trompe de bouton. Tac, donc ici, Werner Frossmann en 1929 qui va réaliser le premier cathétérisme et il va faire ce cathétérisme sur lui-même, c'est-à-dire il va arriver à soudoyer une infirmière pour l'accompagner dans un laboratoire. L'infirmière au début voulait lui avait demandé que ce soit sur elle que l'examen soit réalisé. Puis finalement, il va lui faire une petite sédation, il va l'attacher au pied du lit et il va se faire l'anesthésie au pli du coude et il va monter une sonde vésicale dans sa veine humérale. Et ensuite, après, il va appeler les radiologues et ils vont se rendre compte effectivement qu'il a accédé au cœur et il va mesurer les pressions de cette manière-là. Il sera bien évidemment viré de l'hôpital pour le geste qu'il aura fait, mais c'était effectivement le premier cathétérisme ou l'autocathétérisme qui aura été pratiqué à ce moment-là. Depuis, bien sûr, les choses ont énormément évolué. Et puis, on est passé effectivement avec des salles d'angiographie classiques, avec aujourd'hui des salles d'angiographie, avec tout le panel d'imagerie, de reconstruction, de planification, de guidance avec du scanner ou de l'IRM qu'on arrive à faire. Et puis, bien évidemment, jusqu'aujourd'hui, les interventions qu'on peut pratiquer sur le cœur directement du fœtus dans le ventre de la maman. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer effectivement, depuis 1929, le chemin qui a été réalisé. Et on a envie de dire que plus on avance dans le temps et puis plus les innovations et les découvertes sont importantes et rapides et qu'on est vraiment aujourd'hui dans une situation qui est difficile à tout contrôler avec une partie de tous ces événements qui sont portés par des startups qui se développent de plus en plus. Et vous êtes ici dans le cadre du LYRIC, hein, qui est une unité de recherche translationnelle, c'est-à-dire qui va de la paillasse, de l'animal, des modèles qu'on va réaliser jusqu'au patient. Et c'est une des rares unités qui existent comme ça dans le monde, puisqu'il y a 5 centres comme ça français. Et c'est le seul véritablement où il y a un programme sur les malformations cardiaques congénitales. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu rapidement tout ce qui peut être fait et les directions dans lesquelles nous allons. Donc finalement, qu'est-ce qu'on est capable de faire en cathétérisme? Mais finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a amélioré les connaissances, on connaît maintenant beaucoup de choses par rapport à ce qui était le cas en 1929. En 1929, on ne savait pas qu'on pouvait accéder au cœur, on ne savait pas mesurer les pressions à l'intérieur du cœur. On est en 2023, moins de 100 ans après. Et effectivement, on a amélioré grandement nos connaissances. Il y a des améliorations techniques. On travaille sur des voies d'abord. J'ai montré de l'autre côté de l'échelle qu'on pouvait aussi accéder directement au cœur d'un fœtus à travers le ventre de la maman. On a amélioré le matériel. Ça aussi, c'est des choses qui sont importantes. Et finalement, ce qui se passe au fil du temps, c'est qu'on arrive à miniaturiser de plus en plus le matériel qu'on utilise. Les cathéters sont toujours des cathéters, mais ils sont de plus en plus petits. On a des cathéters qui sont de plus en plus souples. On a des guides qui sont de plus en plus, on va dire, malins et intelligents, hydrophiles, qui vont glisser beaucoup plus facilement. On a des ressorts, on a tout un tas de choses qui sont en train de changer. Et puis, l'époque de maintenant, la nouveauté, le changement de paradigme, c'est qu'aujourd'hui, on va commencer à parler de biocompatibilité et puis surtout de notion de cœur en croissance. C'est-à-dire que finalement, on commence à réfléchir à ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut que le cœur qui va grandir puisse grandir avec l'objectif et surtout que le matériel qu'on va mettre soit le plus compatible. Et on cherche aujourd'hui des nouveaux matériaux complètement biocompatibles pour lesquels il n'y aurait pas d'infection, pour lesquels il n'y aurait pas de rejet, entre guillemets, pour lesquels il n'y aurait pas de fibrose. Et ça, c'est le panel le panel de ce qu'on est en train de découvrir et d'avancer. Alors, un petit bémol, le petit bémol, c'est celui-là, c'est qu'il faut savoir que d'un côté, on est en train d'innover et d'avoir un panel qui s'ouvre, qui devient assez vertigineux. Et puis de l'autre côté, on se retrouve avec la réalité du terrain, c'est-à-dire que on est dans des nouvelles normes au niveau européen, on est dans des nouvelles normes de certification, c'est-à-dire que il faut savoir que le marché de la cardiologie pédiatrique et congénitale, puisqu'il faut parler de marché, est un petit marché de niche et que les gros laboratoires qui se rachètent les uns et les autres pour être de plus en plus gros, aujourd'hui commencent à lâcher des pans entiers de matériel qui sont utilisés par nos soins, qui ne les intéressent plus. Pourquoi? Parce qu'il faut les recertifier. Il y a des nouvelles normes européennes qui passent et plutôt que de repasser les certifications, ils retirent complètement le matériau du marché. On se retrouve dans des situations qui sont extrêmement préoccupantes
avec plus de matériel du jour au lendemain, puisque les laboratoires ont décidé de se retirer. Ça, c'est un élément qui est important. Je pense que, en tant qu'association de patients, c'est quelque chose aussi que vous devez savoir et sur lequel il faut faire pression sur les pouvoirs publics. On essaie de le faire au niveau français, on essaie de le faire aussi au niveau européen, puisque bien évidemment, c'est des nouvelles normes européennes qui imposent tout ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est inquiétant. On s'est retrouvé dans une situation il y a un peu moins d'1 an. On n'avait plus de ballon de Rashkin disponible pour aller sauver un nourrisson avec une transposition des gros vaisseaux à la naissance. Donc, il a fallu qu'on se réunisse au niveau national entre tous les centres, le réseau M3C, la filiale de cardiopathie congénitale, avec les associations aussi. Et on est monté au ministère pour effectivement pouvoir utiliser un ballon qui existe aux États-Unis, qui n'était pas encore certifié en France, pour qu'on se retrouve dans une situation où qu'il n'y allait pas avoir de rupture et en tout cas de perte de chance. Toujours est-il que c'est pas une anecdote, c'est du quotidien et tous les jours, on travaille en salle et on nous dit « Ah ben on n'a plus cette gaine, on n'a plus ce guide-là, on n'a plus ce cathéter-là » et ça c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement préoccupant. Ça c'est voilà, petit aparté mais qui me paraît important dans l'époque dans laquelle on est en train de vivre. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une bonne indication, une bonne stratégie de choix? Et si on devait, aujourd'hui, en 2023, se réunir et se dire qu'est-ce qu'on choisit? On choisit la chirurgie, on choisit le cathétérisme. Je crois que d'abord, il faut poser la bonne indication et on ne fait pas du cathétérisme quand la chirurgie est dépassée ou qu'on n'a pas pu le faire par chirurgie. Je crois que c'est des choses qui sont encore trop ancrées dans les esprits français et européens encore de l'idée. Le cathétérisme aujourd'hui, ça devient une véritable stratégie qui peut prendre en charge le patient. C'est pas l'échec ou le patient le plus compliqué qu'on va traiter par cathétérisme. La technique qu'on va choisir, c'est le moins invasif possible. Si on peut changer une valve sans ouvrir le cœur, ben c'est mieux de le faire de ce cadre-là que d'avoir à ouvrir le cœur, ouvrir le thorax, ouvrir le sternum, voilà, ça c'est un élément qui est hyper important. Le troisième élément, c'est le moins coûteux possible. Nombre de jours de réanimation, nombre de jours d'hospitalisation, c'est coûteux aussi, mais c'est pour le bien-être du patient, c'est des choses qui sont relativement importantes. Le moins traumatisant possible. Pas de cicatrice. On a parlé tout à l'heure du poids psychologique de la cicatrice. Mais si finalement on peut traiter quelque chose sans avoir besoin de cicatrice, c'est un élément important. Il faut savoir que par exemple en Chine, pour les petites filles qui avaient une communication interventriculaire, le fait de les opérer, c'est-à-dire de leur faire une cicatrice sternale, était quelque chose socialement qui était vécu comme un drame en soi, puisque ça voulait dire pas de possibilité de mariage après, dans des choses comme ça. C'est pour ça que les Chinois ont développé beaucoup de prothèses pour arriver à traiter par l'intérieur sans avoir besoin d'avoir quelque chose d'agressif, en tout cas quand c'est possible. Le moins de séquelles, j'en ai parlé. Et bien sûr, d'avoir une technique qui va être le plus reproductive possible. Et ce que je rajoute toujours, c'est rester le plus physiologique, être capable de traiter en pensant à demain. Ça, c'est un élément qui me paraît important. Et puis surtout, d'intervenir au bon moment. Ça, c'est un paradigme qui change. Autrefois, on opérait quand finalement on ne pouvait plus faire autrement. Maintenant, c'est d'opérer au bon moment. Et souvent, le bon moment, c'est quand le patient va bien, de pouvoir bénéficier et subir la chirurgie ou le geste interventionnel qui sera le plus adapté. Donc ça aussi, c'est des éléments qui changent et les outils sont importants. Alors ça, c'est la courbe en S, hein, je vais aller relativement vite là-dessus. C'est finalement, on a ici la performance et puis ici le coût. C'est des courbes qu'on utilise dans le développement, dans l'industrie, dans l'innovation. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous avez une idée. Pour que votre idée elle arrive sur le marché et qu'elle soit le plus opérante possible, ben, il faut du temps, il faut mettre beaucoup d'argent au début quand on va innover. Et puis après, la technique est mûre et là, on va avoir pour très peu de moyens, pour très peu de temps, on va avoir des évolutions qui sont incroyables. On était dans cette courbe-là. On sort de cette courbe-là. On y est rentré, vous voyez, je vous ai marqué 1939 avec la première chirurgie de Senning, le Fontan qui arrive en 1971, 1975. Là, on sait très bien que ces interventions-là, c'était des interventions pionnières, c'était les premières interventions chirurgicales qui existaient. Et on sait qu'effectivement, c'était long, c'était compliqué, les résultats n'étaient pas bons, ou les résultats étaient prometteurs, mais c'était quand même avec une mortalité, une morbidité qui était importante. Et puis on est arrivé dans les années 80, 90, 2000. Et puis là, on a eu la montée, les résultats, l'amélioration qui a été absolument excellente. On arrive aujourd'hui sur la courbe en S, qu'à chaque fois, au bout d'un moment, on arrive à une sorte de plateau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est véritablement là. Et la chirurgie cardiaque, comment on la réalise aujourd'hui? On arrive sur ce plateau-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut bien sûr continuer à progresser. Et pour avoir une petite amélioration, ça va demander énormément de moyens. Et on le voit aujourd'hui, c'est qu'on le voit avec les équipes qui se structurent aujourd'hui pour prendre en charge ces patients-là. C'est des équipes qui sont de plus en plus importantes, qui sont de plus en plus structurées. Et il y a de plus en plus de médecins. C'est pas un chirurgien qui va faire une chirurgie ou qui va avoir un résultat. C'est toute une équipe avec beaucoup de monde. On le voit, des médecins, du paramédical, des psychologues, toute une équipe pour être capable d'accompagner les patients
nutrition, tout ce qu'on va mettre en place. Et puis bien évidemment, il y a aussi le rôle des associations. J'en ai parlé tout à l'heure. Je pense que ce rôle-là, il doit être effectivement au quotidien avec les patients et c'est ça qui va permettre aussi d'améliorer les choses. Toujours est-il que vous imaginez que pour gagner un petit ou un 0,1% en termes de résultats ou en termes d'amélioration, c'est des coûts et c'est des organisations qui sont extrêmement difficiles, extrêmement coûteuses et qui sont très, très coûteuses pour notre système de santé. Un point aussi sur lequel je voulais important, c'est finalement ça, le mécanisme de rejet complexe, c'est-à-dire que on sait très bien que de toute façon, dès qu'on va mettre un mécanisme étranger dans le cœur, même s'il est compatible, ce qu'on met aujourd'hui, les valves qu'on met, les patchs qu'on met, ça reste quand même malgré tout un corps étranger. Et un corps étranger, il y a systématiquement, obligatoirement une petite réaction inflammatoire qui peut être accompagnée, qui peut être suivie. Sauf qu'au fil du temps, d'une année, de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, on sait que ce matériel-là, il va s'altérer, il va se dégrader. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, il faut changer une valve biologique qu'on va mettre au bout de 10 ans ou au bout de 15 ans. Et je crois que ça, c'est vraiment un élément qui est extrêmement important. On sait aussi que le dispositif qu'on va mettre chez les enfants, il ne va pas grandir. Donc, il va falloir qu'on soit capable de le changer, de le modifier pour accompagner la croissance. Donc là, il y a véritablement, en termes de recherche, quelque chose de nouveau sur lequel, aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui essaient de trouver un mécanisme qui va être biocompatible, qui va être cellulaire, qui va être du tissu vivant, du tissu de l'individu, et qui va être capable de faire la même chose que ce que l'on fait aujourd'hui, soit avec du péricarde animal qu'on va complètement dénaturer ou décellulariser. Toutes les valves, tous les patchs qu'on va utiliser, c'est du péricarde bovin, c'est du péricarde ovin. Donc, essayer de remplacer ça par autre chose, quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'aura pas ce poids du temps et des mois et des années de fonctionnement. Et ça, c'est véritablement, je vais vous le montrer tout à l'heure, quelque chose d'extrêmement nouveau et sur lequel on travaille beaucoup. Ça, c'est des vieux papiers où on essayait de dire finalement, quand on met un stand, qu'est-ce que c'est que le stand qui va être le stand idéal? Il y a plein d'équipes qui se sont amusées à faire ça. Un stand idéal, ça va être un stand avec un faible profil, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre dans un petit cathéter, donc pas obligé de faire des gros accès, des grosses voies, des grosses cicatrices au niveau des vaisseaux. Ça va être un stand qui va être capable de se redilater, ça va être un stand qui va être capable de pas s'altérer, qui ne va pas se casser avec le temps. Et puis ça va être un stand aussi qui va être visible en échographie, finalement, qui va avoir des notions de guérison tissulaire. C'est-à-dire, je vais mettre mon stand et je vais réparer le tissu sur lequel je vais être capable de le mettre. Et puis, l'idéal, un stand qui va être capable de grandir, peut-être tout seul, soit parce qu'on va le redilater, ou qui va être capable d'accompagner la croissance de l'enfant. Un tissu qui grandirait. Quelque chose, voilà. Là, finalement, on est dans le rêve, mais on est dans le rêve et aujourd'hui, on est en train de travailler, d'avancer sur tous ces aspects-là. Alors, j'ai pris quelques exemples, par exemple, pour les shunts. Donc, la CIA, c'est une des cardiopathies les plus facilement traitées aujourd'hui depuis longtemps avec des résultats excellents. Le cathétérisme, en tout cas sur les CIA centrales, les CIA ostium secundum, c'est-à-dire celles-là qui sont les plus fréquentes en plein milieu, sont traitées aujourd'hui exclusivement ou quasi exclusivement par cathétérisme. Il y a quelques indications où on ne va pas pouvoir aller mettre une prothèse, mais l'objectif, bien évidemment, ça va être de fermer ça par du cathétérisme. Aujourd'hui, fermer une CIA par cathétérisme, c'est 15 minutes de procédure sous anesthésie générale, bien évidemment. L'enfant rentre la veille de l'intervention, il va sortir 2 jours après. Et je crois que c'est véritablement aujourd'hui quelque chose qui est extrêmement bien codifié, avec des résultats qui sont bien sûr excellents. Ça, c'est pour vous montrer toute la saga qui a été faite. Toujours est-il que toutes les évolutions des prothèses au fil du temps, alors la première fermeture, c'était en 1975, et puis je crois qu'il y a un moment qui est important, ça va être effectivement cette époque-là, 1997, Kirk Amplatz, qui lui va définir l'Amplatzer aujourd'hui, qui est encore utilisé aujourd'hui, c'est la prothèse d'Amplatz, c'est son nom à lui, qu'il avait évolué. Première implantation en 97, et c'est encore aujourd'hui ce système-là qui domine le marché et qui a su évoluer et qui reste véritablement l'outil utilisé. C'est du nitinol, c'est-à-dire c'est un mélange de nickel et de platine qui a la capacité de se reconformer à la chaleur du corps. Donc finalement, c'est un métal dit intelligent et qui a des qualités qui ne va pas s'user avec le temps, qui ne va pas se fracturer. Ça reste malgré tout un corps étranger qui va se faire coloniser, qui va se calcifier quelque peu, et pour laquelle, bien évidemment, en fonction des situations, on peut se retrouver avec une désinfection ou tout un tas de thromboses sur ce type de dispositif. Donc, même si c'est une procédure aujourd'hui qui est extrêmement bien codifiée, ça c'était pour vous montrer, voilà, on passe dans le trou, on ouvre un disque et après on vient libérer le deuxième disque de l'autre côté. Ça, c'est le disque qui va être dans l'oreillette gauche qui est ici. Ça, c'est le disque qui va être dans l'oreillette droite qui est ici. Donc voilà, donc on ouvre le premier disque ici dans l'oreillette gauche. On vient plaquer
le disque sur la cloison, sur le trou, ici, et de ce côté-là. Et une fois qu'on est bien plaqué comme ça, on vient libérer le deuxième disque en découvrant très simplement, c'est quasiment du temps réel, hein, c'est le temps que ça prend pour fermer une communication interauriculaire aujourd'hui. Et puis voilà, quand la prothèse est bien, on contrôle en échographie transœsophagien parce que le patient dort, et après on vient dévisser la prothèse, elle est larguée. Donc je vous dis, c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui en pratique courante dans tous les centres. Donc voilà les résultats. Alors bien sûr, maintenant on rajoute de l'écho 3D, on rajoute tout un tas d'imagerie autour pour arriver à bien contrôler, pour arriver à être dans les bonnes dispositions. Et le dispositif idéal, là aussi, bien évidemment, ça peut être celui-là. Ça, c'est des choses qui commencent d'arriver. C'est une nouvelle prothèse qui a la capacité, en tout cas ce disque-là, cette partie-là, la partie centrale, d'être complètement résorbable. C'est-à-dire qu'on va mettre cette prothèse et au bout de 6 mois, le moyeu central va disparaître. Tout le tissu aura recouvert les deux disques du patient, le trou sera fermé, mais on n'aura plus de dispositif dit étranger, dit plastique, puisque là c'est du plastique ou du métal à l'intérieur du cœur. Donc ça, c'est des process qui commencent à se développer. Voilà, ça c'est une des prothèses qu'on utilise. Hein. Oui, tout à l'heure, tu avais dit que c'était moche. Ça va être mon film, j'avance un peu, voilà, dans l'idée, hop. Et puis on voit après, vous voyez que les patchs, mais ils sont recouverts complètement par le tissu du patient. Donc il fait que ça sert de guide, hein, ça sert d'armature. C'est comme quand on veut faire pousser quelque chose. Ça va être une sorte de filet sur lequel les cellules du patient vont venir s'apposer et recouvrir et fermer le trou. Et donc là, on se retrouve avec du tissu du patient qui aurait fermé. Il n'y a pas de métal, il n'y a pas de patch, qui sont dans la. Alors on a fait les premiers cas avec cette prothèse l'année dernière, juste avant que moi je parte aux États-Unis. Voilà, c'était les premiers cas. On a fait d'autres depuis. C'est pas une prothèse encore qui est capable de remplacer l'autre prothèse puisqu'il faut des conditions anatomiques très particulières. Et c'est juste pour vous montrer qu'on est dans ces évolutions-là et que la prothèse de demain, elle aura des capacités que l'autre système n'a pas. J'avance un petit peu parce que je voulais vous montrer d'autres choses. Ça aussi, ça on en parle beaucoup de la fermeture du CIA sinus venosus. Alors, je vous ai montré la CIA ostium secundum qui était plutôt par là. La sinus venosus, elle est positionnée très haut, au pied de la veine cave inférieure. Jusqu'à dernièrement, on disait que c'était une contre-indication à la fermeture par cathétérisme, et donc c'était une indication chirurgicale de fermer ce type de CIA. Et depuis quelques années, on a la possibilité. Alors, c'est une procédure qui est quand même un tout petit peu plus lourde, vous allez le voir, parce qu'il faut mettre ici un grand ressort qui va être couvert au niveau de la veine cave inférieure. On va le faire descendre pour venir boucher le trou ici avec une maille et du tissu qui va être de ce côté-là, en contrôlant la veine pulmonaire pour ne pas l'écraser. Donc finalement, là, à l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, on vient mettre beaucoup de matériel à l'intérieur du cœur, mais ça reste quelque chose qui commence à se développer, qui a des résultats qui sont intéressants. Mais ça reste, on en parle beaucoup, chaque fois nous dans nos congrès, mais c'est pour une proportion de patients qui est extrêmement petite. Il n'y a pas beaucoup de CIA sinus venosus par rapport au CIA ostium secundum, mais ça montre aussi qu'on est capable aujourd'hui, avec du matériel différent, de pouvoir traiter par cathétérisme des patients qui ont été traités par chirurgie. Il faudra comparer finalement, est-ce que c'est mieux de traiter un patient et de le laisser pendant des années avec du matériel comme ça dans la veine cave supérieure et dans l'oreillette? Est-ce que c'est mieux de l'opérer? Finalement, ça, c'est des études qui nous montreront. Toujours est-il qu'il y a des avantages et probablement des inconvénients aux deux procédures, avec par contre des résultats qui sont tout à fait encourageants dans les deux côtés. Je l'avance là aussi. Voilà. La CIV, ça c'est la communication interventriculaire, ça reste la malformation cardiaque congénitale la plus fréquente. On est toujours sur les mêmes ratios, un peu moins d'1%, 8 pour 1000, naissance avec une malformation cardiaque chez tout venant, chez les enfants. La CIV, la plus fréquente, 30% de ces malformations cardiaques congénitales. Jusqu'à présent, les CIV, quand elles sont larges chez le petit enfant, mais on le sait très bien, soit on va protéger les poumons en faisant un cerclage ou un banding pour éviter qu'il y ait trop d'afflux de sang pour pouvoir opérer l'enfant quand il va être un petit peu plus grand. Si on avait la possibilité, on sait que presque 60 à 70% de ces CIV vont se fermer spontanément, mais il y en a entre 20 et 30% qui ne se ferment pas et pour lesquels il va falloir les fermer. Alors, le cathétérisme, pendant longtemps, restait l'apanage des communications interventriculaires qui étaient plutôt musculaires ici, alors que les plus fréquentes sont souvent les périmembraneuses ici qui vont être juste sous la aorte, et on avait des difficultés à venir fermer ces CIV-là avec des prothèses, pour la simple et bonne raison qu'il y a la voie de conduction électrique qui passe juste derrière, qu'il y a eu quelques années de ça, autour des années 2005, des premières interventions avec un dispositif qui entraînait des blocs auriculo-ventriculaires, donc des troubles du rythme qui bloquaient la conduction de l'influx électrique, auquel il y avait des syncopes, et ces prothèses ont été retirées.
Il y a des nouveaux aujourd'hui dispositifs qui n'ont pas les mêmes contraintes et on arrive à fermer ces communications interventriculaires par cathétérisme, donc plus besoin de chirurgie. On arrive à fermer ces communications interventriculaires-là, musculaires, mais qui sont très faibles, c'est vraiment un pourcentage qui est extrêmement réduit avec des dispositifs. Et en tout cas, celle-là et celle-là, elles restent encore l'apanage plutôt de la chirurgie. Il n'est pas impossible qu'on puisse bientôt fermer ces communications-là dites infundibulaires, mais qui sont assez rares aussi et souvent pas isolées, elles sont associées à d'autres anomalies avec des dispositifs de cathétérisme. Voilà, donc ça, c'est les dispositifs qu'on utilise aujourd'hui pour fermer ces CIV-là, avec des résultats qui sont très bons. Et dans beaucoup de centres, ça devient aujourd'hui le traitement de première intention, c'est-à-dire de proposer de fermer une communication interventriculaire chez un petit enfant. Le plus petit enfant qu'on a fermé, c'est aux environs de 6 kg, donc on a quand même la possibilité de le faire avec des CIV qui sont assez larges, en première intention pour éviter une chirurgie, comme on a dit, une ouverture, une circulation extracorporelle, d'arrêter le cœur et de faire tourner le cœur avec la machine. Donc ça, c'est des évolutions et des situations qu'on arrive à faire aujourd'hui parce qu'on a de nouveaux dispositifs, on a de nouveaux prothèses, on a de nouveaux cathéters qui nous donnent cette possibilité-là. Voilà, donc là, ça c'est une CIV, une prothèse musculaire, hein, que je vous disais là, qui est vraiment à l'apex du cœur. On a le ventricule droit qui est ici, le ventricule gauche qui est toujours en arrière, hein, par rapport à là. Et voilà, donc on passe ici par l'artère fémorale, on monte dans l'aorte, on monte ici l'aorte ascendante, on passe dans la crosse. Ici, il y a la valve aortique, on passe la valve aortique, on rentre dans le ventricule. Et à travers le ventricule, on passe dans l'autre ventricule, à travers le trou, et on vient ouvrir la prothèse de part et d'autre du trou, exactement de cette même manière. Toujours pareil, alors voilà, on a la possibilité aussi après de faire des circuits, on passe à travers le trou, après on vient pêcher avec un lasso le guide de l'autre côté, on le fait sortir par la veine fémorale pour arriver à monter. Donc il y a tout un tas de techniques pour arriver à aller disposer ces prothèses-là. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, oui, avec des succès de fermeture qui sont extrêmement importants, avec d'excellents résultats, et souvent sans shunt résiduel. Donc tout ça, c'est vraiment des modifications de stratégie, de changement de technique et d'accompagnement des patients qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec des résultats, et je vous dis, avec une vitesse dans les nouveaux dispositifs qui est assez bluffante. C'est même compliqué à suivre quand on n'est pas dans le domaine spécifique du cathétérisme, de suivre tous les nouveaux dispositifs. Je passe vite parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt là-dessus. Voilà. Là, c'est une fermeture de CIV périmembraneuse, donc qui est située sous l'aorte. L'aorte est ici. Là, c'était une prothèse qu'on appelle le nitoclute, peu importe, qu'on arrive à mettre dans le trou et à venir boucher. Le ressort que vous voyez là, il est recouvert de tissu de polyester qui va véritablement venir se thromboser extrêmement rapidement, avec des résultats qui sont très bon. Là, vous avez l'échographie, vous avez la valve aortique qui est ici, on a le ventricule droit qui est ici, le ventricule gauche qui est là, et vous voyez la prothèse qui est un petit peu plus brillante ici, qui est venue fermer le trou qui était là, on voit la prothèse qui ferme complètement, et en couleur, on voit qu'il n'y a plus du tout de passage à travers la prothèse pendant la procédure. Là, on est en salle d'intervention. Pour fermer une CIV comme ça par cathétérisme, il faut une vingtaine de minutes à peu près, maximum, entre le moment où on va ponctionner le vaisseau en bas et le moment où on va sortir de la salle. Donc c'est vraiment des techniques qui méritent d'être développées, et bien sûr, plus on en fait, plus on va vite, plus meilleur on a des résultats. C'est un petit peu l'évolution dans laquelle on est, d'avoir des centres avec des gros volumes pour pouvoir être capable de proposer ces techniques-là dans les meilleures conditions pour les patients. Alors la valve, ça c'est un élément bien sûr important, on va finir avec ça. C'est un peu l'innovation dernière qui est sortie. Avant, bien évidemment, pour changer une valve, il fallait ouvrir le thorax, il fallait ouvrir le cœur, il fallait arrêter le cœur, le mettre en circulation extracorporelle et venir changer la valve comme on le fait pour les valves aortiques chez les adultes quand elles sont abîmées ou calcifiées, ou qu'elles vieillissent, ou chez les enfants quand il y avait des anomalies congénitales de ces valves-là. En 2000, Philippe Bonhoeffer, le Necker, voilà, a innover, à inventer un nouveau dispositif. Il a pris un stent, un ressort comme on connaissait, qui était utilisé pour aller dilater les artères pulmonaires, et il est venu coudre dessus une jugulaire de bœuf qui était utilisée. C'est un tube chirurgical que les chirurgiens venaient coudre pour remplacer la valve. Il a dit, on va faire la même, on va prendre un stent, on va mettre la jugulaire de bœuf dessus, ensuite on va l'écraser, et on va la rentrer dans un cathéter comme ça pour pouvoir aller la positionner directement par les voies naturelles. Et c'est ce qui a été fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous entendez certainement parler de TAVI, de valve aortique qu'on va mettre chez les adultes par cathétérisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première valve percutanée, c'est-à-dire qu'on a passé par les vaisseaux, qui a été imaginée, qui a été posée,
c'est sur un enfant que ça a été réalisé. C'est pas l'adulte, c'est pas ta vie, c'est pas l'équipe de Cribier à Rouen qui l'a développé. C'est Philippe Bonhoeffer et Sénécaire qui ont fait la première intervention en 2000. Voilà, ça c'est le début. Depuis, il y a eu en 2000, on a l'impression que c'était hier. Hein, il y a eu une évolution, un développement qui a été assez incroyable. La première implantation en France dans les bons critères, c'est passé en 2008, parce qu'il a fallu faire toutes les mises aux normes, les passages, les passages normes européennes dans l'idée. Donc on a commencé en 2008. Et aujourd'hui, il y a d'autres dispositifs qui sont arrivés, c'est-à-dire il y a la valve Sapiens, qui est dans notre laboratoire. La valve Sapiens, elle, qui est une valve qui n'est pas faite exprès pour les enfants ou les patients congénitaux. C'est cette valve-là qu'on va mettre en ta vie chez l'adulte qui a besoin d'avoir une valve aortique. Il y a juste eu un changement, ils ont changé l'étiquette sur la boîte, et c'est des valves qui sont utilisées dans ce cadre-là, et qui ont aussi une indication et un intérêt. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces valves-là ne peuvent être implantées que sur des vaisseaux de taille moyenne, pas trop dilatés, pas trop larges, et qu'on sait que les patients congénitaux, souvent, ils ont des valves aortiques ou des valves pulmonaires qui sont très dilatées. Donc finalement, on se retrouve avec un ratio de patients qui peuvent être traités de cette manière assez faible par rapport aux besoins. En résumé, on a besoin de valves beaucoup plus larges. Alors ces valves beaucoup plus larges, eh bien, voilà, ça c'est une valve mélodie classique. Hein. Voilà, on met souvent un premier stent et ensuite on vient implanter. Ça marche pas grave. On vient implanter ici la valve à l'intérieur du stent. Bon, j'avance là-dessus pour vous montrer, parce que le temps passe. Voilà. Alors les nouveaux dispositifs, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a des valves qui commencent à arriver maintenant pour traiter les voies larges. C'est-à-dire que ce qu'on ne pouvait pas traiter jusqu'à l'année dernière ou jusqu'à 2 ans, parce que les valves étaient au-dessus de 22 ou 27 mm, on est capable aujourd'hui de les traiter. Il y a des dispositifs qui arrivent. Il y a un premier dispositif qui a été utilisé en France dans quelques centres. C'est une valve chinoise, Vénus, qui est extrêmement large. Et puis surtout, il y a cette valve-là qui arrive, qui n'est pas encore commercialisée en France, qui est aujourd'hui utilisée et implantée exclusivement aux États-Unis, et qui est une valve qui est assez incroyable et pour lesquelles on a des résultats. Voilà, ça c'est, j'espère que ça va marcher. Ça marche, oui. Ça va marcher. Voilà. Donc ça, c'est cette valve qu'on va mettre. Ça, c'est un peu ce que je suis parti faire aux États-Unis pendant 1 an. Donc voilà, ça c'est une valve qui est implantée à New York, dans le centre où je travaillais. Ça prend à peu près un peu moins de 20 minutes pour aller l'implanter sur des voies très larges. Donc on vient se positionner à peu près classiquement. Et on arrive à déployer cette valve-là chez un patient pour lequel la seule indication était bien évidemment de l'opérer chirurgicalement. Et on arrive à avoir des résultats qui sont assez incroyables. Vous voyez là, la valve qui est déployée en un temps. Voilà, ça c'est la vue de face. Et l'autre à côté, c'est la vue de profil. Alors cette valve-là, elle est en train de subir le marquage CE, le marquage européen. Et on espère pouvoir commencer à l'implanter dans notre centre dans un petit peu moins de 10 mois, puisque on aura la possibilité de l'utiliser, je pense, très rapidement quand elle va arriver. Mais ça aussi, ça va être une évolution qui est quand même assez incroyable dans les perspectives. Alors les perspectives, quand on a dit ça, super, on a une valve qui va pouvoir se mettre dans les voies plus larges. Bon, sauf qu'il faut quand même vous prévenir qu'il y a un nombre de recherches pour de nouveaux dispositifs qui est assez incroyable, avec des prothèses ou des valves avec une armature résorbable, avec de la bioengineering, c'est-à-dire qu'on va fabriquer à partir de tissus, on va arriver à fabriquer des valves, comme je disais tout à l'heure, un petit peu plus intelligentes. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ici aussi, au niveau de l'IHU, on a pas mal de recherches là-dessus. Là, ça c'est une start-up qu'on a développée qui permet de fabriquer du tissu. Ça, c'est le tissu qu'on arrive à fabriquer, c'est de la culture cellulaire qu'on arrive à faire. Donc ça, c'est du tissu. Il n'y a pas de rejet avec ça. C'est vraiment des choses. Jusqu'à présent, on n'arrivait à rien faire parce que c'était de la gélatine. Vous voyez, là, on tire dessus avec les gants, on arrive à avoir quelque chose d'extrêmement rigide. Et bien évidemment, l'idée, c'est que ces patchs-là, pour lesquels il n'y a pas de rejet, il n'y a pas d'infection possible, il n'y a pas de thrombose qui peuvent se constituer. L'objectif, bien évidemment, c'est ce patch-là, d'essayer de le fabriquer, de le coudre sur une valve pour arriver à le développer. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de choses. Ça, c'est tout le développement. Vous voyez, la valve, on l'a déjà fabriquée, puisque là, vous en voyez une qui fonctionne de manière tout à fait naturellement, qui s'ouvre, qui se ferme sur de la machine. Voilà, donc on arrive aussi à l'implanter en fétal sur des petits embryons animaux, bien évidemment.
Donc, pour vous montrer qu'il y a tout un tas de développements qu'on réalise ici pour aller dans la cardiologie congénitale de demain. Mais demain, c'est vraiment demain, c'est pas comme on avait l'imaginé, comme on l'envisageait dans 10 ou dans 20 ans ou dans 30 ans. Tout ça, c'est des réalités qui vont bien évidemment être extrêmement importantes. Donc voilà, moi, c'est ce que je voulais un peu vous montrer qu'il y avait effectivement beaucoup de nouveautés, d'innovations, qu'on est dans un monde, effectivement, qu'on a du mal à contrôler et à imaginer, mais que demain, ça sera déjà différent d'aujourd'hui parce qu'on a énormément de choses qui commencent à arriver. Par contre, parallèlement à tout ça, on est dans un monde qui est un marché, qui est une économie, et on le voit que petit à petit, tous les dispositifs que l'on utilise aujourd'hui sont en train d'être délaissés par les gros laboratoires. Et je pense que là, il y a véritablement une action à mener et une manière d'être un petit peu proactif au niveau des tutelles pour faire en sorte que de pouvoir continuer à utiliser ce matériel et ces dispositifs-là. Et le deuxième élément que je voudrais peut-être dire aussi, c'est que vous faire des boîtes, développer de la recherche aujourd'hui, ça se fait effectivement dans des petites structures. Et je pense que c'est peut-être aussi le rôle, à un moment, des associations, de venir participer à la création, de venir participer au funding de ces startups dans cette innovation-là, parce que bien évidemment, c'est de là que va naître les avancées de demain et que c'est comme ça qu'on va commencer. Je vous rappelle que la première valve, elle a été mise en place chez un enfant, pas chez un adulte. Je vous rappelle que la première chirurgie, elle a été faite sur un enfant. La première chirurgie cardiaque, la première CEC, elle a été faite aussi sur une chirurgie d'enfant aux États-Unis. Le premier cathétérisme, il a été fait sur lui-même par Frossman. Mais je crois qu'on est vraiment dans cette innovation-là et qu'il ne faut pas avoir peur d'entreprendre et qu'on a tous besoin de le faire et que la médecine de demain et que le dispositif de demain, eh bien, c'est à nous, peut-être tous ensemble, d'arriver à le faire, à le financer et à arriver à le porter. Voilà, c'était un message en tout cas et un appel probablement aussi que c'est le rôle des associations. C'est peut-être non seulement de faire pression sur les tutelles, et puis peut-être aussi d'amener des fonds et de permettre de pousser et de structurer des sociétés ou des startups qui vont vraiment dans le sens de l'innovation pour demain, pour les enfants avec des malformations cardiaques. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? N'hésitez pas. Je vais faire un petit commentaire alors s'il y a pas de questions. Merci en tout cas parce que c'est super intéressant. On a déjà croisé des parents qui sont venus pour un cathétérisme interventionnel et parfois ça ne marche pas et qui repartent hyper déçus en disant bah non ça n'a pas marché et il va falloir faire la chirurgie à cœur ouvert. Donc j'imagine qu'avec le développement des cathétérismes interventionnels on aura un peu plus ce risque-là. Comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner à l'hôpital toutes ces familles-là? Je pense que le trauma est encore plus important quand tu t'es fait à l'idée que ça allait être un cathétérisme pas invasif et que finalement tu arrives sur une chirurgie à cœur ouvert. Est-ce que tout ça, ça a été pris en compte, la dimension psychologique finalement? Oui, bien sûr qu'on prend cette dimension psychique, mais il faut savoir que souvent, ce qui se passe, c'est que c'est souvent on est aussi autant déçus que les familles, parce qu'on y croit tellement. Après, c'est assez exceptionnel quand même, il faut quand même le reconnaître, ça peut arriver. C'est vrai qu'on a eu le cas dernièrement pour un canal RTL. Ce qui se passe, et je pense que c'est dans le discours qu'il faut arriver à bien préciser les choses, et c'est pour ça que c'est important de rencontrer les familles, de leur expliquer avant, de leur expliquer ce qu'on fait, et puis surtout qu'ils rencontrent vraiment les gens qui vont faire le geste et qui connaissent exactement la problématique. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on est en train de repousser de plus en plus les indications, et c'est-à-dire qu'on propose le cathétérisme interventionnel même à des enfants pour lesquels on n'aurait pas proposé il y a quelques années. Voilà, sur le principe, parce que soit c'est des canaux artériels qui sont très larges, soit c'est des CIA qui sont extrêmement larges où il n'y a pas de berge, sur lesquels ce n'était pas l'indication de ce type de procédure-là. Mais en le proposant, en faisant évoluer les techniques du cathétériseur aussi, les mains des uns et des autres, l'imagerie qui va accompagner, il y a tout un tas d'enfants malgré tout qui ne rentrent pas dans les critères classiques de fermeture et on va arriver à le fermer. On sait même qu'on va arriver à en fermer chez ces patients-là 9 sur 10.
Ça veut dire qu'il en reste quand même toujours une sur 10 et c'est toujours celle-là, bien évidemment, où on va avoir énormément de déceptions et de. Donc, je pense que c'est juste essayer de bien l'expliquer, de bien le raccorder, que si on faisait pas ça, ben, il y en aurait eu 10 qui seraient allés à la chirurgie. Alors que là, quand même, grosso modo, on arrive à enfermer 9 sur 10 dans ces indications. Et probablement que demain, avec des dispositifs autres qui auront évolué, qui vont encore progresser, peut-être qu'on arrivera à les fermer pas toutes, parce que tous, ou le 100%, ça n'existe pas, mais en tout cas, de se rapprocher un petit peu de ces chiffres-là. Mais je comprends la frustration, bien évidemment, et c'est tout l'intérêt aussi d'accompagner les parents, d'être au quotidien avec eux, voilà, ce dont tu parles, et d'être capable d'être le plus sincère et honnête par rapport à ce qui s'est passé. Et finalement, avoir un échec de pause, c'est pas quelque chose de dramatique. C'est pas un échec comme on l'entend ou quelque chose qui n'a pas marché. Voilà, c'est que juste on a essayé de se donner une chance particulière et que ça n'a pas été possible dans ce cadre-là. C'est juste c'est vrai que c'est un changement. Je parlais de changement de paradigme tout à l'heure, mais c'est vraiment un changement aussi de philosophie et de communication et de discussion qu'on peut avoir avec les parents et puis avec les enfants ou les ados quand ils sont bien évidemment en mesure de comprendre ce qu'on va faire. Et ceci dit, les familles, elles viennent voir les associations quand ça se passe pas bien, sinon on les voit pas en fait. Enfin, on les voit, mais beaucoup moins. Bien sûr. C'est comme toujours, quoi. On est un petit peu, voilà, on est aussi là pour ça. Bien sûr, mais on reste dans les situations. Là, ce que Maria disait, c'est que effectivement, c'est au sein du service, là, finalement, les discussions, et que c'est souvent la remontée de salle où la déception, elle est là. Après, on vient expliquer, et voilà. Et on leur dit, bah, écoute, tout va bien, tu vas rentrer chez toi ce soir. Parce que c'est ça, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est pas, on a raté, tu restes 10 jours à l'hôpital, et puis voilà. C'est juste, ben, ça n'a pas marché, voilà. Tu vas rentrer ce soir, puis demain, ta vie reprend comme elle s'était arrêtée il y a 24 heures. Voilà, c'est un petit peu ça dans l'idée de pouvoir aussi l'expliquer.